Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler du Niger en allant à la rencontre d'un homme, d'une personnalité qui pourrait présider aux destinées de ce pays les 5 prochaines années. Mais avant, il faut passer par la case second tour qui aura lieu le 21 février prochain. Mais comment est-ce qu'il compte aborder la campagne pour cette élection? Qu'est-ce qu'il propose réellement aux Nigériens, entre autres questions que nous allons poser à notre invité, l'ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle, Mohamed Bazoum, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. 39,33% des Nigériens ont porté leur choix sur votre personne lors de la présidentielle du 27 décembre dernier. Comment est-ce que vous avez accueilli ces résultats? Je les ai accueillis avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est la première fois que je me présente à l'élection présidentielle. Et faire un tel résultat, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, tout simplement. Et j'en fus heureux. À travers ce résultat, apparemment, c'est un message que les Nigériens ont voulu vous passer. Quel est le message que vous décryptez? Ce message, c'est de dire que nous devrions continuer à être sérieux comme l'a été le président Issoufou. Nous avons pu tenir pendant 10 ans un pays et qui est situé dans un espace particulièrement tourmenté par le phénomène du terrorisme. Nous sommes voisins de la Libye, qui ne dispose pratiquement pas d'État, en tout cas pas du côté de la frontière avec notre pays. Nous sommes voisins du Mali, très près de l'épicentre du terrorisme qui prévaut dans le nord de ce pays. Niamey à moins de 300 km, moins de 200 même peut-être, de certaines bases des terroristes en territoire malien. Nous avons une frontière dans le bassin du lac Tchad avec le Nigeria où sévit la secte Boko Haram. Et ça, c'est depuis 2012, pratiquement l'année de notre arrivée au pouvoir. Mais malgré cela, nous avons tenu notre pays, nous l'avons fait avancer, nous avons organisé des élections libres et démocratiques. Le message que les électeurs ont voulu que je reçoive et que nous tous recevions, c'est de dire qu'il faut continuer dans le sens de ce qui a été entrepris par le président Issoufou. Vous êtes arrivé à 39,33% des suffrages, mais apparemment vous espériez mieux, non? Parce qu'on vous a vu lors de la campagne électorale faire la promotion ou même l'apologie d'un coup KO en passant au premier tour, mais à l'arrivée, vous avez fait moins de 40%. Oui, non, moi, je me suis gardé de dire que nous passerions au premier tour. Vous pouvez vérifier toutes mes déclarations. Il est arrivé que nos militants le pensent. Mais vous aussi, j'ai vu des journalistes vous poser la question et vous aviez acquiescé, vous n'avez pas dit non, soyez un peu plus modeste. Non, j'ai dit qu'il est possible que nous passions au premier tour, comme il est possible que ce ne soit pas le cas. En vérité, nous avons eu une expérience tout à fait singulière de 30 candidats. Je voudrais vous dire qu'il y a eu 498 000 bulletins nuls, c'est-à-dire presque 1 demi-million de citoyens nigériens dont le choix a été annulé. De façon statistique, on le sait bien, c'est la plupart des votes qui m'étaient destinés. Avoir un journal avec 30 petites photos entre ses mains pour une paysanne du fin fond du Niger, c'est toujours difficile. Et il est arrivé qu'un demi-million de ces citoyens qui ont eu de difficultés à faire leur choix parce qu'ils ne s'en sortent pas entre ces 30 petites photos et soit remis des bulletins sans y toucher, soit faire les choses tout à fait au hasard. Ça, c'est un demi-million de voix qui ont raté leur objectif. Vous avez 20 candidats qui ont chacun eu moins de 1%. Pour la plupart, ils ne sont jamais allés en campagne, mais de façon systématique, dans chaque bureau de vote, vous avez ces gens-là qui ont une voix. Lorsque vous en faites la somme, vous avez ne serait-ce qu'une voix par bureau de vote par erreur, ça fait 20 000. Si vous multipliez ça par 20, ça a donné 600 000 voix qui n'étaient pas destinées en général à ces personnes. Vous mettez 500 000 et 600 000 ensemble, ça fait 1 100 000, à mon avis, de voix qui n'ont pas atteint leur objectif. Cet émiettement a pu expliquer que nous soyons largement descendus en dessous de l'objectif que nous nous sommes visés, qui était
au minimum de 45% et au maximum d'un peu plus de 50%. Mais si je comprends très bien, vous semblez nous dire que l'émiettement n'a pas fait votre jeu, et pourtant ça participe à la vivacité de la démocratie. Donc que 30 candidats se présentent devant les électeurs, je crois qu'on ne peut que s'en réjouir, quand bien même vous semblez dire le contraire. Hein. Oui, on ne doit pas s'en réjouir, c'est quand même le symptôme d'une certaine difficulté sur le plan institutionnel. Je n'ai pas très bien compris là où se situe la difficulté. La difficulté, elle tient au fait que nous avons des pays qui ont expérimenté le système démocratique, ça fait plusieurs siècles, mais nulle part on a vu 30 candidats. 30 candidats, c'est la preuve d'une certaine absence de réglementation. Ah bon? Ah oui, absolument. Donc vous pensez nous dire là que si vous aviez la possibilité de modifier les règles du jeu, vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats? Ça ne sert à rien parce que des candidats qui ne font pas campagne, qui ne fournissent aucun effort, mais ça a un coût. Le fait d'avoir à les gérer pour la Commission électorale nationale indépendante. Cette année, nous n'avons pas pu disposer des spécimens de bulletins pour l'élection présidentielle parce que certains des candidats étaient incapables de donner leur logo à temps, de façon que la CENI l'utilise et rende disponibles les spécimens avec lesquels nous devrions travailler. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, beaucoup de nos citoyens n'ont pas pu faire de choix. Donc, je pense qu'il y a une certaine anarchie dont il ne faut pas faire l'apologie, justement, et nous avons besoin d'un minimum de réglementation pour que nous soyons comme les autres pays du monde. Mais je vais revenir à ma question de base qui était pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à franchir la base des 50%? Mais certaines personnes estiment qu'il s'agit là d'une démobilisation par rapport à un certain nombre de personnes qui n'ont plus voulu porter leur choix sur vous. Pourquoi vous ne le voyez pas de ce côté aussi? Non, je ne le verrai pas de ce côté parce que chacun a perdu. Je ne vois pas le deuxième qui a reçu le soutien du deuxième parti de l'échiquier et se retrouver avec 16%. Cet émiettement ne m'a pas fait que défavoriser, même si statistiquement, certainement, que j'ai été celui qui a été le plus défavorisé. Donc, cet émiettement où le vote est totalement aléatoire, où le vote de presque 1 million de citoyens était aléatoire, est un vote qui n'est pas le signe d'une excellente santé de notre démocratie, du moins c'est vu sous l'angle de l'organisation des élections strictement. Un aspect super important, c'est que la tenue de cette élection démocratique, déjà même, est perçue comme une victoire sur la démocratie, parce que c'est la toute première fois qu'un président élu va succéder à un autre président élu. Comment est-ce que vous expliquez ça? Nous expliquons ça par le fait que je vous ai dit que nous sommes sérieux. Le jour où il avait été élu, le président Issoufou n'avait eu à cœur que un jour de s'en aller et de faire en sorte que des élections libres et démocratiques soient organisées de façon à procéder à son remplacement. Il a atteint cet objectif, c'est à son honneur, c'est à l'honneur de la classe politique du Niger, c'est à l'honneur du peuple du Niger. Et il va falloir faire la part des choses. À qui il faut donner la palme? Au président Issoufou? Au peuple nigérien? À qui concrètement, selon vous? Il va falloir classer. Non. On ne va pas donner la palme à tout le monde. Il y a un siège pour une personne, pas pour nous. Non, vous savez, la seule personne qui, si elle le voulait, aurait pu mettre notre pays en difficulté, parce qu'elle aurait eu un comportement qui ne convient pas avec ce qui est l'exigence du moment pour le Niger, c'est le président Issoufou. Il a évité de faire quoi que ce soit de nature à créer des difficultés à un pays qui en a déjà suffisamment. Et le mérite de ce que vous êtes en train de dire lui revient le premier. Mais il partage ce mérite aussi avec tout le reste de la classe politique, tout simplement, et tous les citoyens du Niger, en effet. Monsieur Bazoum, vous parlez du président Issoufou, mais il va falloir que vous nous disiez un peu qu'est-ce qui a pu animer cet homme à pouvoir avoir cette attitude vertueuse dont vous parlez, parce que de nos temps, ce n'est pas une attitude qu'on entend, qu'on voit souvent. Qu'est-ce qui a pu le gouverner? Pourquoi il n'a pas été tenté par ce germe de la révision de la Constitution ou ce germe de s'accrocher au pouvoir à tout prix, de continuer par gouverner? Le président Issoufou a
était à la pointe du combat contre cette tentation lorsque elle s'était saisie du président Tanja en 2009. Et nous nous sommes tous mobilisés comme un seul homme pour faire échec à l'époque à cette tentative du président Tanja. Il avait réussi, c'est vrai, mais il a été victime d'un coup d'État par la suite. C'est la preuve que les Nigériens sont un peu déjà vaccinés, à la différence peut-être d'autres pays. Et personne ne voulait entendre d'un remake de ce qui s'était passé en 2009. Le président Issoufou était un homme sérieux, scrupuleux, et se souvenant de tout ce qu'il avait dit à l'époque, parce qu'il y croyait très sincèrement, ne pouvait pas, 10 années plus tard, avoir le même comportement. Ce n'est pas son genre. Et notre parti non plus n'était pas dans un tel état d'esprit, parce que nous avons été trop à la pointe du combat contre le troisième mandat du président Issoufou pour que nous retournions notre veste, et que parce que ça pourrait nous profiter, nous disions qu'au fond, ce n'est pas une mauvaise chose et qu'il fallait l'envisager. Donc, le président Issoufou, psychologiquement, ne pouvait pas le faire. Notre parti, pas davantage. L'opinion des Nigériens était réfractaire à une telle idée. Et si le projet avait été envisagé, il aurait été source de graves tensions, comme cela a été le cas dans d'autres pays. Et nous n'entendions pas mettre notre pays dans de telles difficultés. Mais une chose est certaine, tout ce que vous dites là, on l'a entendu un peu partout, mais il y a un aspect que vous ne prenez pas en compte. Apparemment, le président Issoufou, vous avez fait la promesse depuis fort longtemps. Commencer la campagne électorale en vue de ce second tour-là. Entre autres questions que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais avant, nous allons marquer une pause. On vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien ministre et candidat finaliste à la présidentielle au Niger. Monsieur Bazoum est notre invité. Merci d'être toujours en notre compagnie. La question que beaucoup se posent aujourd'hui à l'issue du premier tour, c'est comment est-ce que vous abordez le second tour? Pour certains, vous partez sur le postulat que la victoire est déjà dans la poche, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres, vous redoutez le tout sauf Bazoum qui pourrait pointer à l'horizon. Où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça? Il n'y aura pas de tout sauf Bazoum. Le PNDS, à lui tout seul, a 80 députés à l'Assemblée nationale, dans un système de régime semi-présidentiel. Ça vaut son pesant d'or. Nous avons une coalition de la majorité présidentielle qui a géré l'État avec certains partis depuis 10 ans, avec d'autres depuis 5 ans. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans le même gouvernement. Je pense que j'ai 2 arguments qui fondent l'optimisme qui m'anime et qui anime tous les citoyens nigériens au demeurant. C'est que nous avons déjà la majorité, presque à nous seuls, PNDS Tareya, à l'Assemblée nationale. Et nous sommes dans une coalition gouvernementale qui est toujours à l'œuvre avec l'essentiel des partis de l'échiquier politique nigérien. Et tout cela m'amène à penser que nous sommes dans le camp qui va être victorieux le 21 février, plaise à Dieu. Mais j'entends certains Nigériens dire exactement ceci, que pour une jeune démocratie comme le Niger, il n'est pas bon de donner et la majorité du Parlement
à celui qui est déjà l'exécutif? Est-ce que tous les pouvoirs concentrés dans les mains d'un groupe, est-ce que ça ne risque pas de faillir? Non, c'est un groupe pluriel déjà. Nous, PNDS a 80 députés, c'est presque la moitié, à 3 députés près. Mais il gouverne dans le cadre d'une alliance qui réunit un spectre très large de la classe politique. Et mon ambition, c'est de continuer dans ce sens-là. Certains des partis de la majorité, le deuxième, le MNSD Nassara, n'étaient pas avec nous en 2016, lorsque nous avons gagné le pouvoir et que nous disposions d'une très large majorité. Mais la conscience que nous avons d'avoir besoin de plus de partis politiques pour consolider la base de la paix, et qui est notre quête principale, avait amené le président Issoufou à inviter le MNSD à intégrer le gouvernement, ce qu'il avait fait. Et nous avons élargi, ce faisant, notre base sociale et nous avons, pensons-nous en tout cas, garanti les conditions de la stabilité et de la paix plus que si nous étions restés sur notre base antérieure. Et nous faisons aujourd'hui encore le même raisonnement. Si demain, je suis élu président, je le serai dans le cadre d'une majorité aussi vaste. Parce que, en effet, les mêmes hommes vont avoir le même comportement. Mais quand on s'en tient au résultat du premier tour, un peu moins de 40% des électeurs nigériens vous ont fait confiance. Mais cela ne suffit pas. Il va falloir aller au-delà et franchir la base des 50%. Mais vous misez sur quoi concrètement? Ben, je mise sur mes voix déjà. J'ai mis sur la faiblesse de mon adversaire, qui lui compte 7 députés à l'Assemblée nationale. Oui, mais ça, c'est au niveau de l'Assemblée. Mais à l'Assemblée, ça reflète. Si je vous donnais les chiffres, ils sont les mêmes pour ce qui concerne les municipales. Oui. Nous avons eu 3 élections à la fois qui toutes ont indiqué que mon adversaire est très faible et moi, je suis très fort. Notre parti est très fort. Mais ce sont 3 élections qui ont eu lieu en même temps, dans une même foulée, et qui ont donné à peu près les mêmes chiffres. Je pense que ce sont des statistiques pertinentes comme ça qu'on peut utiliser lorsque on réfléchit à l'avenir et qu'on fait les projections. Moi, j'ai fait des projections pas sur la base de sondages ni d'hypothèses totalement aléatoires, mais sur la base des résultats que nous avons et qui sont le reflet de l'opinion des Nigériens aujourd'hui et de la société tout simplement nigérienne. Mais quand on regarde les résultats, il y a un 3e, il y a un 4e, il y a un 5e. Et si tout ce monde-là faisait bloc et allait vers votre adversaire? Vous savez ce que ça voudrait dire? Si tous font bloc ensemble, ce sera que nous formerons le gouvernement pendant 18 mois et eux seraient relégués dans l'opposition, eux tous. Oui, mais ça peut changer, chemin faisant. Non, ça ne peut pas changer, je vous dis, c'est comme ça notre constitution. Ils auront 18 mois à attendre dans l'opposition pour que le président élu puisse dissoudre l'Assemblée nationale et organiser des élections avec la même CENI et faire l'hypothèse qu'il peut l'emporter. Je pense que c'est un raisonnement totalement absurde. Donc ce scénario n'est pas possible. Mais je pense que c'est un scénario qu'il ne faut pas souhaiter pour notre pays. Donc vous êtes déjà élu alors dans ce cas? Non, je ne dis pas que je suis élu. J'ai une élection. D'ici là, nous allons la préparer en créant les conditions d'une alliance la plus large possible avec nos camarades de la majorité présidentielle avec qui nous sommes en train de gouverner aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile pour ces partis qui sont déjà au gouvernement, qui sont avec nous, avec qui nous avons tissé des liens de fraternité pendant les 5, 8, 10 ans au cours desquels nous sommes restés ensemble. C'est plus facile que nous continuions le travail que nous avons entrepris plutôt que d'envisager le scénario catastrophe de ce que proposent les autres, de venir se faire reléguer dans l'opposition pendant 18 mois, c'est ça que dit la Constitution, et de miser sur des élections anticipées, des élections législatives anticipées, dont le résultat peut être deviné, c'est très clair. Je ne comprends pas pourquoi, au bout de 18 mois, le rapport de force peut changer. Mais dans ces conditions, comment se font les tractations alors? Elles se font comme cela se passe dans tous les pays. Je suis en train de vous dire que les personnes avec qui nous discutons sont des personnes avec qui nous sommes ensemble. Oui, mais les bases de discussion, justement, c'est des portefeuilles ministériels, c'est des valises d'argent, c'est quoi? Non, c'est le partage des responsabilités
Donc le passage des postes. Des postes, absolument. Et la modalité de la gouvernance. Nous sommes des partis différents, chacun a son identité et chacun dit ce qu'il entend privilégier dans la façon dont nous devons conduire la gouvernance. Et c'est la synthèse que nous allons faire, adossée au programme que moi j'ai présenté et qui va être la perspective pour l'avenir, pour ce second tour-là. À vous entendre, tout semble aller dans votre sens, mais qu'est-ce que vous redoutez le plus? Ou bien vous ne redoutez rien? Non, ça reste une élection, et une élection libre comme on en organise au Niger, qui est quand même un cas tout à fait spécifique. C'est remarquable, il faut le dire. Quand vous entendez le parti au pouvoir dire que moi, je vais me battre pour passer au premier tour et qu'il ne le réalise pas, c'est la preuve que cette élection est libre. Ailleurs, quand ça se dit, ça se fait. Nous n'avons aucun moyen d'interférer sur le travail que fait la CENI. Et nous attendons... Vous en avez les moyens, mais vous n'en faites pas usage, comme ça se fait dans tous les pays. Nous ne nous sommes pas donné ces moyens-là. Nous ne nous sommes jamais donné ces moyens et nous sommes totalement dépourvus de tels moyens. Dans les pays où ça se fait, effectivement, quand on regarde sur le papier, ils n'ont aucun moyen d'interférer sur le processus. Et pourtant, l'interférence arrive toujours. Mais je ne sais pas comment ils font, mais nous avons notre propre tradition. Vous êtes sûr que vous ne savez pas comment ils font? Franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai été pendant 20 ans dans l'opposition et je savais que ceux qui étaient au pouvoir n'avaient pas beaucoup de moyens de tricher. C'est pareil pour nous aujourd'hui. C'est notre système comme ça, tel que nous l'avons voulu et tel qu'il a été à l'œuvre jusqu'à présent. Il faut être totalement malhonnête pour penser et dire le contraire, comme je l'entends souvent dans la bouche des opposants. Mais nous, en 1999, comme en 2004, lorsque le président Issoufou avait échoué, nous avons reconnu notre échec. Et nous n'avons pas dit qu'il était le fait de fraude que nos adversaires avaient organisé. En 1993, lorsque nous avons élu le président Mahaman Ousmane, nous savions que nous l'avons élu dans les conditions d'une élection qui était transparente et contre laquelle, si on jetait l'anathème, on le ferait avec une bonne dose de mauvaise foi. Le même système a continué aujourd'hui encore et le parti au pouvoir est totalement impuissant face à la machine de la Commission électorale nationale indépendante. En tout cas, par rapport à tout ce que vous me dites, c'est tout à l'honneur du peuple nigérien, de sa démocratie, mais quand on parle du Niger, on ne vend pas beaucoup sa démocratie, hein. On parle beaucoup de son extrême pauvreté, mais pourquoi on ne parle pas de la démocratie nigérienne, à l'instant de ce que vous m'expliquez? Parce que nous ne sommes pas un pays télégénique, vous savez, nous avons sur quel point de justement, malheureusement, on parle beaucoup plus de la démocratie dans d'autres pays qu'au Niger, même si c'est vrai, et là c'est un bémol, auquel il faut recourir forcément, c'est que nous avons été victimes de coups d'État. En 1996, beaucoup de coups d'État, voilà, beaucoup de coups d'État. Oui. Et cela a déteint sur l'image de la démocratie de notre pays. Même si entre deux coups d'État, nous organisons de bonnes élections, ce n'est pas cela qui Donc les coups d'État, c'est du passé, selon vous? Les coups d'État, c'est le pari que nous faisons. En tout cas, le président Issoufou, plaise à Dieu, aura réalisé, aura tenu ce pari. Il a fait en sorte que nous ayons exorcisé ce risque-là, même si nous savons que la tentation chez certains responsables politiques existe toujours qu'il y ait des interférences de ce genre pour permettre que les cartes soient rebattues. Je le disais tout à l'heure, quand on parle du Niger, on parle de son extrême pauvreté, on parle de son insécurité aussi, et même pendant la campagne électorale, et pendant le processus électoral, les djihadistes sont encore frappés. On reviendra un peu là-dessus tout à l'heure pour dire comment est-ce que vous avez vécu ça. Est-ce que c'est un signal qu'ils vous ont donné? Est-ce que c'est un message? Est-ce que vous avez compris le message? Et comment vous vous préparez à affronter cela? Autant de choses que nous allons voir tout à l'heure, chers téléspectateurs, ne partez pas, on vous retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la toute dernière partie de cette émission qui reçoit l'ancien ministre et candidat finaliste à l'élection présidentielle au Niger, Mohamed Bazoum. Merci d'être toujours à notre compagnie. Le 2 janvier dernier, en plein processus électoral, le Niger a été frappé par les terroristes, une attaque qui a fait une centaine de morts. Comment est-ce que vous avez vécu cette attaque-là? Évidemment, elle nous a affligés parce que c'est pour la première fois que ça se passe comme ça. Ces terroristes qui opèrent sur cette bande de la frontière avec le Mali, du côté de la région de Ménaka au Mali, n'avaient pas l'habitude d'organiser
de tueries en masse comme ça. Ce qu'on savait dire, c'est qu'ils attaquaient plutôt nos positions militaires. Et ils avaient pu faire, vous vous souvenez, certains dégâts à l'occasion, mais jamais attaquer des civils. Cette fois-ci, c'est pour la première fois que ça se passe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement affligeant et inquiétant également. Mais apparemment, c'est un message qu'ils vous font passer, non? Vu le moment, vu la cible. Est-ce que ce n'est pas un message? Non, ne croyez pas qu'ils ont cette intelligence et qu'ils étaient en train de suivre les élections et qu'ils ont eu envie de passer un message. Vous leur faites trop d'honneur comme ça. Je peux vous dire que ces énergumènes auxquels nous avons affaire ne songent pas à tout cela. Il y a eu des incidents localement et il y a eu une concordance comme ça de calendrier. Mais ne leur faites pas l'honneur de croire que ce sont des personnes qui regardent l'agenda national, qui regardent ce qui se passe, parce que tout simplement, en vérité, il n'y a pas de Nigérien aujourd'hui dans ces mouvements terroristes qui ait un agenda sur le Niger. Ils sont dans le djihad, nous disent-ils au Mali, parce que nous avons tenté de discuter avec eux. À un moment donné, ils nous ont dit que vraiment, ils n'ont pas trop de griefs contre l'État du Niger. Le djihad, ils le font au Mali. Et ils ont leur sanctuaire là-bas. Donc, non. Et pourtant, dans ces conditions, j'entends certains observateurs qui estiment qu'il s'agit d'un message lancé aux candidats en disant « Attention, il va falloir compter avec nous pour les 5 années à venir ». Ça, c'est les spécialistes comme ça qui improvisent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, parce qu'en vérité, ce n'est pas de vrais spécialistes. Les vrais spécialistes de ces questions, c'est nous qui gérons l'État. Oui, mais les vrais spécialistes, c'est vous, seulement que vous n'y avez toujours pas trouvé une solution. Oh, on n'a pas trouvé de solution, c'est vrai, mais la connaissance de Donc c'est qui le vrai spécialiste alors dans ces conditions? Non. Le spécialiste, c'est celui qui donne aux Nigériens la paix et la quiétude. Oui, mais la paix et la quiétude avec des personnes qui vous disent que moi, le Niger, il ne m'intéresse pas centralement. Ce qui m'intéresse sur le Mali, c'est le djihad au Mali. Même au Mali, il ne peut pas définir ce que c'est, parce que les chefs de ce mouvement, il faut que vous le sachiez, ne sont pas des Maliens. En tout cas, ce mouvement-là de l'EIGS... C'est ce qu'on dit, hein? Oui, c'est ce que je sais, c'est ce que je peux vous dire. Le chef de l'EIGS n'est pas un Malien, c'est un Sahraoui. Et ses lieutenants sont des Maghrébins. Et il a quelques Maliens à sa disposition, il a des Nigériens à sa disposition. Ces hommes-là, ils n'ont pas un agenda vraiment en rapport avec le Niger. L'ont-ils avec le Mali? Je n'en sais rien. Je ne suis même pas en mesure de le dire avec certitude. Et il faut comprendre donc notre situation. Moi, je peux vous dire que si nous avions eu affaire à des Nigériens qui étaient porteurs d'un projet, quel qu'il soit, nous les aurions identifiés et nous aurions créé les conditions d'un minimum de dialogue. Mais ce n'est pas le cas, tout simplement. Et il n'est pas possible que nous discutions avec quelqu'un qui n'est pas de notre pays, des problèmes de notre pays. Mais M. Bazoum, la préoccupation majeure des Nigériens, c'est qu'ils recherchent vraiment cette personne-là qui va leur apporter cette quiétude-là, qui va aller à bout de ces terroristes. Quelle est votre recette en la matière? Notre recette, ce sera de poursuivre le travail que nous avons commencé. Qui n'a pas empêché les terroristes de frapper la dernière fois. Oui, qui n'a pas empêché des terroristes de venir sur une centaine de motos pour tirer sur des civils. Oui, je veux dire que si en France, vous avez des gens qui ont décidé qu'ils vont tuer 100 civils dans un village perdu de je ne sais quel département de France, ils le feraient. Et c'est tout. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Donc, le travail en amont réside aussi dans le fait de préparer aussi les mentalités à ne pas être habitées par cette idée-là, justement. Nous devons développer des forces de sécurité intérieure en plus grand nombre avec des capacités plus importantes. C'est ce que nous faisons. Vous voyez, nous avons démantelé ce que nous appelions les postes militaires de reconnaissance pour ne plus leur permettre de commettre les dégâts qu'ils avaient commis à Chinagodar, à Inates par le passé. Ça, c'est déjà réalisé. Avec des unités plus mobiles, on a un meilleur contrôle de la frontière, mais moins de vulnérabilité. Mais ce n'est pas suffisant. Ça va être toujours la vocation de l'armée. Nous allons lui donner les moyens nécessaires, surtout sur le plan du vecteur aérien. Nous devons mettre l'accent sur la promotion des forces de sécurité intérieure avec
des entraînements conséquents avec des modalités même de recrutement peut-être différentes. Et ça va être ça la réponse. Elle est déjà formulée. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais beaucoup contribué à cette réflexion. Nous avons fait ça du côté de Boko Haram, à Difa. Nous disposons, à mon avis, aujourd'hui, de suffisamment de forces de l'autre côté pour que nous sécurisions les villages. Mon projet, et je l'ai écrit en noir sur blanc dans mon programme, c'est de ramener les populations de Difa dans leur village, toutes les populations déplacées, d'ici la fin de l'année 2021. Ce pari, je l'aurai à cœur si je suis élu et je ferai tout pour le mettre en œuvre. Du côté de la frontière du Mali, les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais là également, nous avons commencé un travail que je vais poursuivre. Un jour, nous disposerons de la formule qui fasse en sorte que nous protégions le maximum des citoyens du Niger, sans pour autant pouvoir mettre fin au risque de situations comme celle qui a prévalu récemment. Parce que tout simplement, en vérité, si vous voulez le fin mot de ma pensée, le problème du Niger, le problème du Burkina, c'est le Mali. Il faut régler le problème du Mali et il faut qu'il y ait, comme je l'ai toujours dit, une grande convergence internationale qui aborde le problème du Mali différemment que cela n'a été le cas aujourd'hui. Dernière question dans cette émission. Le Niger, votre pays, est cité souvent, à tort ou à raison, comme le pays, l'un des pays les plus pauvres, pour ne pas dire le pays le plus pauvre de la planète. Mais dans le même temps, on estime que ce pays bat le record de natalité. Ben, ce n'est pas contradictoire, au contraire. C'est ce qui explique cela. Un grand paradoxe, hein? Oui, non, ce n'est pas paradoxal. Oui, comment est-ce que nous sommes pauvres et c'est nous qui faisons beaucoup d'enfants? Oui, mais je vais vous dire. Vous savez, ce cliché du Niger, le pays le plus pauvre, il résulte des publications qui sont faites par le PNUD chaque année relativement à l'indice de développement humain. L'IDH actuel retient 3 critères. 3 critères uniquement. Je vais vous les citer. C'est l'éducation, c'est la santé et c'est le revenu national brut par habitant. Sur le plan du revenu national brut par habitant, le Niger n'est pas classé dernier. Il est au-dessus d'un certain nombre de pays d'Afrique et d'Asie. Ça, c'est les chiffres du PNUD qui le disent. Ça, c'est le premier aspect. Ça, c'est le premier aspect. Ce n'est pas très coefficienté. Le coefficient de cet élément est faible. Donc, si c'était ça le critère le plus important, qui était le plus coefficienté, le Niger n'aurait pas été retenu comme étant le dernier. Deuxième critère, c'est l'espérance de vie. Nous avons 61 ans d'espérance de vie. Au Niger, nous sommes de très loin en avance sur la plupart des pays africains. Mais où se trouve l'erreur alors? Mais je veux vous dire, elle est au niveau de l'éducation et il faut le retenir. Nous avons là 2 critères. C'est la durée moyenne de la scolarisation de tous ceux qui ont plus de 25 ans. Dans chaque pays, on prend la moyenne de la durée de la scolarisation de tous ceux qui ont plus de 25 ans. Il se trouve que ici, c'est le Niger qui a le plus mauvais chiffre. Tous ceux qui ont plus de 25 ans et qui sont nigériens sont pour la plupart analphabètes. Et ça, c'est un paramètre sur lequel la politique actuellement mise en œuvre, même dans le domaine justement de l'éducation, n'a aucune forme de prise. Deuxièmement, c'est la durée moyenne de la scolarisation attendue pour ceux qui entrent à l'école. Pour l'Afrique, c'est 10 ans, pour le Niger, c'est 5 ans. L'homme malade au Niger, et qui traduit justement cette situation, c'est l'école. C'est notre système éducatif. Donc, vous ne récusez pas les chiffres du PNUD? Je ne récuse pas les chiffres du PNUD, mais leur valeur est très relative. Leur pertinence est très relative. Tout à l'heure, vous disiez que Amnesty International fait un travail qui manque de rigueur. Oui. Maintenant, vous indexez encore le PNUD. Non, non, je ne l'indexe pas. Moi, non, je ne suis pas dans cette posture. Non, non. Je suis en train de vous dire que si on se réfère à l'état de l'école, moi, ma conviction à moi, c'est que le système éducatif du Niger est le dernier. Je suis prêt à accepter qu'il soit le dernier. Vous y travaillez? J'y travaille et c'est pourquoi je fais une place centrale à l'éducation dans mon programme. Je veux concentrer tout sur l'éducation. Mais malgré les efforts dont je ferai preuve,
les chiffres ne vont pas changer sur 5 ans de mon mandat parce que ceux qui ont plus de 25 ans et qui ont bénéficié en moyenne de 2 années seulement de scolarité, ça ne va pas changer. Donc, si je comprends très bien, vous êtes en train de dire, je prends conscience des problèmes que nous avons, j'y travaille, mais n'attendez pas les résultats dans 5 ans. Oui, parce que les effets d'un travail qui peut être fait sur l'école, il faut les attendre à moyen et long terme. Mais on ne fera jamais l'économie de ce travail. Je vais m'atteler à redresser notre école. Et je ferai en sorte que, pour ce qui concerne la durée de la scolarisation attendue, qui est seulement de 5 ans aujourd'hui ou de 6 ans pour le Niger, alors qu'en moyenne, elle est de 10 ans pour l'Afrique, ça, je vais y remédier. Et je vais y remédier sur les 5 ans déjà. Et donc, par conséquent, ce paramètre va changer. Le revenu national brut par tête d'habitant, ça peut changer aussi. Nous sommes un pays qui est appelé à produire du pétrole, à en exporter du pétrole brut. Donc, ça va changer. L'espérance de vie aussi peut changer. Donc tout cela, en se combinant, peut changer sur les 5 ans, mais les fondamentaux, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'école. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que nous avons toujours été un territoire militaire. Pendant la colonisation française, il n'y avait pas eu d'école. En 1960, il y avait 2 bacheliers nigériens. Il n'y avait pas que 2 bacheliers sénégalais ou 2 bacheliers béninois. Donc nous avons été une colonie spéciale où il n'y avait pas eu d'école. Et nous avons hérité un grand retard. Nous en faisons les frais aujourd'hui encore, 60 années après notre indépendance, sur le plan scolaire. Parce que nous devons construire des classes là où le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire disposaient déjà de classes. Et sur les 60 ans, nous n'avons pas comblé notre retard. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, le candidat Mohamed Bazoum veut s'atteler à redresser l'école nigérienne. Est-ce qu'il y arrivera? S'il était élu, vous et moi, on va suivre ce qu'il fera au quotidien. Même s'il ne promet pas les résultats dans 5 ans, on sera là quand même pour voir est-ce que cela est prometteur. Monsieur Bazoum, merci beaucoup. Tout à fait. Et voilà le pari que je vais faire avec vous. Merci beaucoup. C'est sur l'école. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24 à très bientôt.